Bonjour et bienvenue sur Planète Wargame pour découvrir ou redécouvrir ensemble un morceau d'or qui vaut son pesant de l'or. N'importe quoi. Enfin, si, ça marche aussi dans ce sens-là, je crois, je sais pas. Bref. Ça donne le là, de toute façon, de cette vidéo. Confusion sera notre maître mot à travers cet épisode. Bon, on y va quand même. Alors, l'esprit de la machine. Ah là, sujet ô combien fascinant, vraiment essentiel à ce qui fait l'identité de l'univers de Warhammer 40 000. Si on devait retenir que 2-3 éléments, celui-ci en ferait définitivement partie pour vraiment cristalliser ce qui fait Warhammer 40 000. Et pourtant, existe-t-il un seul sujet plus flou, qui soit fait d'informations aussi contradictoires que celui-ci? Je sais pas. C'est la confusion qui règne par rapport à la question de l'esprit de la machine. On va essayer de démêler un petit peu tout ça, car c'est un bordel, mais un joyeux bordel. Et on va voir que les théories sur la réelle nature de l'esprit de la machine sont nombreuses. On va les explorer ensemble, mais bon, vous verrez qu'il n'y a pas de vérité absolue en la matière. En fait, il n'y a que des avis, des préférences, des choix, parmi différentes sources de l'or, toutes soit complémentaires, soit contradictoires. Vous en jugerez vous-même. En somme, je vais en parler à tort et à travers les différentes théories au sujet de l'esprit de la machine, mais je ne dis pas que ce que je m'apprête à dire est vrai. Simplement, prenez-le comme une histoire ou des histoires autour de l'esprit de la machine, et puis une histoire n'est qu'une histoire. Laissez-la venir, laissez-la partir. Alors, d'abord, en quelques mots, par quoi ça se traduit concrètement, cette idée d'esprit de la machine? C'est une croyance. C'est une croyance, en premier lieu, dispensée par les prêtres de Mars, par les prêtres du dieu machine, par les prêtres de l'Adeptus Mechanicus, et ils vont généreusement la transmettre à l'ensemble de l'humanité. Si bien que, à peu près tous les humains, qui en tout cas sont droits dans leurs bottes et pas trop dissidents, à peu près tous les humains au 41e millénaire ont un mélange de crainte et d'adoration des machines. Toutes les machines, sous toutes leurs formes, de la plus simple à la plus sophistiquée. Elles vont inspirer autant de crainte que de respect, d'adoration. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et alors, ça va se concrétiser comment? Ça va se concrétiser par la croyance que toute machine est dotée d'un esprit qui est propre à chaque petit modèle individuellement. Au sein de toute une série de machines fabriquées de la même façon, selon le même protocole, chacune va développer une personnalité qui lui est propre, un esprit qui peut être différent des modèles appartenant à la même série pourtant de fabrication. C'est vraiment l'esprit de la machine. On lui prête une âme et un intellect à chaque objet. Bon. Et on ne va s'adresser à lui qu'avec une certaine déférence. Il convient, pour s'assurer de garder les faveurs de l'esprit de la machine, et surtout ne pas le courroucer, ce qui est le plus important, d'effectuer certains rituels qui vont dépendre des objets, qui vont dépendre un petit peu de la sauce liturgique un peu propre à chaque technoprêtre. Mais ça va se traduire très concrètement par tout un cérémoniel pour apaiser ou louer ou s'accorder les grâces de l'esprit de la machine. On va allumer des bougies, on va sortir l'encensoir, on va chanter des cantiques, lui adresser des prières, on va lui pratiquer des petites onctions langoureuses sur ses mécanismes avec des huiles saintes. Bon. Et cette approche à la fois craintive et en même temps adoratrice de tout ce qui relève du technologique est juste fascinante. Ça fait... vraiment, c'est constitutif de l'univers visuel et comment dirais-je, du lore de Warhammer 40 000, il suffirait de dire ça. Voilà. Bon. On dégaine pas les machines comme ça, en somme. Il faut tout un cérémoniel,
Un titan sort de sa forteresse, les portes s'ouvrent. Oh, toute une cohorte de serviteurs, de sacristains, de petits prêtres de tous ordres, parce que bon, l'Adeptus Mechanicus, il faut le dire, est une organisation assez byzantine. Hein. C'est complexe, c'est nébuleux, hein, comme organisation. Et alors, avant d'attaquer les 5 théories que j'ai listées à ce sujet, qui vont être dans l'ordre, l'esprit de la machine n'existe pas, c'est qu'une croyance, sans aucune forme de réalité. 2. L'esprit de la machine est juste une approche pédagogique de la mécanique. 3. L'esprit de la machine existe sans autre forme d'explication, il faut juste l'accepter tel qu'il est. Oui, on gagne à s'accorder ses faveurs, on a beaucoup à perdre en courrouçant l'esprit de la machine, mais c'est comme ça, il n'y a pas d'explication. 4. L'esprit de la machine est l'âme des machines dans le Warp, et 5. L'esprit de la machine est lié au Nécron. On y reviendra. Bon, chacune de ces théories, je vais les passer un petit peu comme ça en revue. C'est les plus populaires au sujet de l'esprit de la machine, mais enfin, déjà, il faut garder en tête ce truc central. Les humains croient que les machines ont un esprit, qu'il faut pas se le mettre à dos, qu'il faut plutôt avoir ses faveurs, et on s'adresse ou on utilise les machines qu'avec une certaine déférence, avec certains protocoles et rituels appropriés. Voilà. Et c'est les technoprêtres qui sont les gardiens de tout ce savoir, y compris liturgique, le savoir de comment il convient de s'adresser aux machines, comment il convient de les apaiser, de s'accorder leurs faveurs, etc. Bon, ça c'est le truc qui est commun à toutes les théories. C'est la base. Quelques autres généralités avant de rentrer dans le vif du sujet. Je parlais tout à l'heure d'un mélange de crainte et d'adoration des machines à la fois, en proportions égales. Il faut bien voir que cette crainte trouve son explication dans l'histoire de l'humanité au sein de l'univers de Warhammer 40 000. Cette explication, elle remonte assez longtemps avant le 41e millénaire, puisque elle va surtout se sourcer, cette crainte des machines, dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge technologique, ou l'âge sombre de la technologie. On trouve les deux formules. Quoi qu'il en soit, cette période, qui dure de 15 000 à 25 000 à peu près, cette période qu'on peut parfois être tenté de percevoir à travers les écrits à ce sujet, comme une période sombre d'obscurantisme, d'ignorance, le Moyen-Âge technologique, l'âge sombre de la technologie, est en fait l'apogée du développement technologique humain. Jamais l'humain n'était allé aussi loin précédemment en termes de développement de ces technologies, et jamais il ne retournera à un tel stade. En fait, c'est le pinacle de la science, de la connaissance, et de son utilisation par l'humanité. On pourrait parler d'âge d'or, on pourrait, même si on verra qu'il amène à une conclusion assez tragique. Durant cette période, l'humanité va concevoir et engendrer toutes sortes de robots, à commencer par ce qu'on appelle les hommes de fer, catégorie assez vaste, mais qui regroupe l'ensemble des androïdes qui vont avoir cette particularité singulière d'être des êtres parfaitement conscients d'eux-mêmes, ayant une grande intelligence, étant des créatures en fait, des êtres sentients à tous égards, et surtout en mesure de développer eux-mêmes leur propre technologie derrière. Ce sont des machines qui savent, qui apprennent, qui pensent, en somme, par elles-mêmes. C'est vraiment... Il faut penser là à des robots qui ont reçu réellement le souffle de vie au même titre que les humains, et par le biais de la technologie. Hein, une vie artificielle, en somme, mais vie quand même. Et donc, évidemment, comme on peut s'en douter, tout ça ne peut durer qu'un temps. Fatalement, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Mais il se passe que cette nouvelle race des hommes de fer va se lasser, au bout de quelques millénaires, de son statut d'esclave de l'humanité. Bah ouais, les mecs ont fabriqué leur propre machine, leur propre technologie, partout. Bon,
Et ils vont dire en somme aux humains de chair et de sang, bon bah je crois que ça va, on a fait un petit bout de chemin ensemble, hein, mais ça suffit comme ça, nous prenons des, des chemins différents désormais. Ça va déboucher sur une guerre d'une ampleur phénoménale qui, pour donner une idée, ne va pas tout à fait correspondre quand même à la guerre dans les cieux, la guerre céleste, celle entre les anciens, les Eldar, les orques, les Nécrons, qui remonte à avant même l'apparition de l'humanité. Hein. C'est pas non plus cet ordre de magnitude, mais quand même, on est aisément sur un conflit échelle Horus-Hérésie facile, hein, pour donner une idée. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. En fait, quand on parle des hommes de fer, on pense souvent aux quelques visuels qu'on a pu avoir à travers Warhammer 40 000, notamment à travers le jeu Blackstone Fortress. Ça a été plus concret que jamais avec la possibilité de jouer un des personnages dans ce jeu qui était un homme de fer, qui était un de ces robots d'un âge perdu qui avait survécu à travers les millénaires et puis avait même l'intelligence de se dissimuler lui-même, sachant qu'il appartient désormais à une catégorie de robots totalement prohibés. Il avait l'intelligence nécessaire pour se faire passer lui-même pour une machine du Mechanicus, auprès des badauds, on va dire. Pas forcément les technoprêtres, mais enfin, le commun des mortels voulait bien volontiers souscrire à son mensonge. Pour eux, c'est mystérieux tout ça. Donc, on pense souvent à ça. Et en fait, à quoi ça ressemble ? Bon, on est sur un gros robot avec un design assez soviétique, hein, et le soulèvement des machines qui a lieu vers 23 000 à peu près. Enfin, c'est difficile de le dater précisément, mais on peut estimer en gros parce que c'est avant l'ère des luttes, mais vers la fin quand même du Moyen-Âge technologique, bien que ça dure un certain temps. Donc 23 000 grosso modo, ça paraît raisonnable comme estimation. Ce soulèvement des machines, on l'imagine un petit peu souvent, bon voilà, ces grosses boîtes de conserve pensantes, ayant une personnalité, se réveillent un matin et puis, bon, en mode tuer tous les humains, classique, et partent dans une petite révolte asimovienne de leur cru. Et bon, ils sortent leurs 12 et ils tuent tous les humains, quoi. Donc on pense un peu Terminator, on va dire, pour faire simple. Mais en fait, ça a une autre nature que ça quand même. S'il faut penser à un Terminator, c'est plutôt Terminator 4, c'est plutôt Terminator Renaissance, je crois. Celui qui a un peu une saveur de spin-off comme ça. Parce que il y a des machines en ce temps-là qui ont été engendrées par les hommes de fer qui sont complètement démentielles en termes de technologie. Il faut plus penser au niveau ne serait-ce que visuel du skin, il faut penser à des machines de toute taille. Hein. On va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, quasiment. Qui vont plus avoir cette espèce de nature visuelle un peu, vous savez, fractale. Le truc, les bouts métalliques s'assemblent et se désassemblent à volonté, un petit peu comme des pixels qui se reconfigureraient pour laisser apparaître autre chose. Ce côté fractal, ce côté camo digital, vous voyez les petits pixels, les petits carrés. Faut plus penser à ça. Et donc en vrac, on a des omniphages qui vont être des nuées de petites machines nanoscopiques, donc invisibles à l'œil nu. Et je dis nuée, mais en fait c'est plus un nuage du coup qu'elles forment vraiment, parce qu'on ne les voit pas individuellement ces machines, et qui sont capables de tout dévorer, tout assimiler d'une planète en simplement quelques heures terrestres. On va avoir des boa constrictors d'une échelle complètement démentielle, capables d'enserrer dans leurs anneaux des systèmes solaires entiers et les étouffer. Enfin, c'est complètement fou. Et du coup, il en résulte, à l'issue de cette guerre et de la victoire tout de même, non pas de l'humanité, mais des créatures mortelles de chair et de sang intelligentes de la galaxie, car c'est uniquement au prix d'une alliance de circonstances avec, à l'échelle galactique, entre toutes les espèces intelligentes, que ces mortels ont pu triompher des machines. Quand même, voilà, la créature qui a un petit peu échappé à son créateur, à savoir l'être humain, a dû être finalement vaincu par une alliance. On ne sait pas trop bien quel peuple en faisait partie, mais bon, en somme, toutes les créatures de chair et de sang contre les créatures de métal. C'est un petit peu ça l'esprit. Il résulte de ça évidemment une certaine crainte qu'on peut comprendre vis-à-vis des machines.
Ça calme quand même. Les promesses de la technologie, la Startup Nation, l'Imperium, ils ont essayé, ils ont été en marche jusqu'au bout, ils ont vu, ouais, c'est une impasse, quoi. Ils sont pas précis à tourner. Donc, ça explique l'essentiel de la crainte à l'égard des machines, vraiment. Pour ce qui est de l'adoration, on trouve d'autres morceaux de fluff qui vont aussi l'expliquer un petit peu. C'est-à-dire que l'humanité, à bien des moments dans son histoire, et même en fait tout le long, se retrouve dépendante de sa technologie, de sorte que elle va essayer comment dirais-je, enfin consciemment ou non, et petit à petit, avec de plus en plus de ritualisation et sacralisation de ces pensées, elle va se mettre en quelque sorte à prier les machines pour qu'elles veuillent bien lui accorder encore ses faveurs, un jour de plus. Et ça, c'est parfaitement retranscrit notamment par rapport à Mars, la planète rouge, qui fut pendant un temps terraformée, donc elle avait une apparence semblable à la Terre, à sa surface. Elle était propre à la vie humaine, avec ses océans, sa verdure, etc. Terraformée par des moyens complètement artificiels, des machines très puissantes. Et à un moment donné, ces machines, ces dispositifs vont péricliter jusqu'à complètement dysfonctionner, de sorte que la planète rouge redevient ce qu'elle était à l'origine, un désert aride, impropre à la vie humaine. Et alors, les seules poches de survivants qui se trouvaient sur Mars à ce moment-là, dans les souterrains, vont être vraiment tributaires plus que jamais du fonctionnement des machines qui leur fournissent encore un petit peu d'air, encore un petit peu d'eau dans les souterrains. Et évidemment, ça va jouer sur l'émergence un petit peu du culte du dieu machine, notamment. On peut le supposer, ça va jouer sur cette croyance en l'esprit de la machine. Un jour de plus, s'il te plaît. Juste un jour de plus. Et on a là un petit peu l'explication de et la crainte et l'adoration des machines. Ok. Elle va arriver à son pic au 41e millénaire, celle-ci. Pour donner une idée de la perception, le culte Mechanicus, qui a sa propre religion, ainsi que l'Imperium et notamment l'Ecclésiarchie, enfin les tenants du credo impérial, de la religion impériale, vont tous deux avoir un point d'accord en commun, qui est cette méfiance fondamentale dans la technologie. Tout en sachant qu'elle est indispensable malgré tout à l'essor de l'humanité et à sa survie. Mais tous les deux vont craindre ça et considérer l'homme, organiquement parlant, l'humain, enfin en tant qu'abstraction, mais la forme humaine comme fondamentalement sacrée. Un petit passage dans le bouquin de la V3 qui retranscrit un petit peu cette perception des choses. On est sur page 104, une introduction du Liber Doctrina Historicus. L'ascension de l'empereur marqua la fin des guerres internes de l'humanité et de son déclin au niveau galactique. La fin de cet âge que nous appelons l'ère des luttes. Avant cette époque, durant la période encore plus ancienne du Moyen-Âge technologique, la puissance matérielle de l'humanité prit de l'expansion au détriment de sa dimension spirituelle. L'homme oublia sa propre magnificence au profit d'une prétendue science. Quittant cette démence mécanique, biologique et alchimique du Moyen-Âge technologique qui devait le conduire au déclin durant l'ère des luttes, le genre humain atteignit l'ère présente, un âge glorieux de conquête, où c'est le cœur des hommes, et non ces machines qui règnent sur les étoiles. Les mystérieux secrets découverts par les technoprêtres de Mars il y a une éternité ne dirigeront plus nos vies. Nous serons maîtres de notre technologie, et non esclaves comme nous le fûmes jadis. L'abnégation de l'homme, sa sueur et son honnête travail lui permettront de dominer la galaxie par la grâce de l'empereur, et il gagnera la place qui lui revient de droit, celle de maître des étoiles. Nous sommes dans le grand âge de l'Imperium, le règne du sérénissime empereur. Oui, parce que l'âge glorieux, l'âge d'or dont il parle en fait dans cet extrait est les temps présents au 41e millénaire. Bon, c'est l'âge de l'Imperium, glorieux. Quoi qu'il en soit,
cet extrait, comme d'autres encore hein, de cette période, va bien retranscrire la crainte fondamentale des machines. Un petit mot sur la religion du culte Mechanicus, c'est important avant de pouvoir amorcer les petites théories une par une quand même, où ça va aller beaucoup plus vite. Une par une, on va les affirmer ou les réfuter. On va voir. Quoi qu'il en soit, la religion du culte Mechanicus, la croyance en un dieu-machine, se décline comme ceci. C'est avant tout la croyance en une sainte trinité, un petit peu comme c'est vraiment quand même à la manière du christianisme, en particulier le catholicisme, en tout cas dans sa version. Voilà, le catholicisme, bon, la version la plus vanille, on va avoir cette sainte trinité qui en fait est un seul et même concept, mais décliné sous 3 formes différentes si on veut. Mais les 3 sont interchangeables et sont les mêmes, hein, si on veut. En premier lieu, évidemment, le dieu-machine. Ensuite, l'omni-messie, son incarnation physique dans le monde matériel. Puis, la force motrice, qui correspond au Saint-Esprit. Ces 3-là sont juste les 3 facettes d'un même Dieu, le Dieu-machine. C'est à chaque fois la même chose. Et alors, pardon, fait étonnant mais tout à fait rationnel quand même au 41e millénaire, cette religion, qui est celle des adeptes du Dieu-machine, est autorisée à exister au sein d'un impérium où pourtant il n'y est normalement admis qu'une seule religion, celle dans le credo impérial. Ça s'explique très rationnellement par 2 choses. 1, Terra et Mars ont besoin de coopérer, tout simplement. C'est l'alliance des deux, l'alliance de Terra et de Mars qui forme l'impérium. Donc ils ont un besoin vital de coopérer, sans quoi et l'un et l'autre disparaîtraient. 2, il se trouve qu'il y a un point d'accord fondamental qui peut paraître presque, enfin pas assez grand pour lier les 2 religions complètement divergentes, mais qui pourtant est l'unique maillon qui les retient, les attache fermement l'une à l'autre, entre le credo impérial et le culte du dieu-machine. Les technoprêtres, dans leur vaste majorité, pensent que l'empereur est l'omni-messie. Il est l'incarnation du dieu-machine. Il faut dire que les petits tricks à cet égard de l'empereur, qui est un peu le Joe le bricolo ultime, lorsqu'il est venu sur Mars, et qui se montre capable en somme de réparer des machines réputées irréparables par simple apposition des mains, c'est vrai que ça a le don d'épater la galerie, ça fait son petit effet. Donc fatalement, bon, les Martiens se sont inclinés. Ok, d'accord. Ah, très bien, je dis pas. C'est l'omni-messie. Naturellement. Ce seul point d'accord, vraiment, c'est ce qui soude l'Imperium, en fait. Hein, c'est ce qui tient Terra et Mars intimement liés ensemble et qui fait cette alliance de l'Imperium. Sans ça, ni l'un ni l'autre. Donc, évidemment, il y a des sous-cultes au sein du culte Mechanicus qui ne perçoivent pas l'empereur tout à fait comme l'omni-messie, comme l'incarnation du dieu-machine. Et ça, c'est des sujets qu'il vaut mieux pas trop aborder au repas de famille sur Mars ou au sein des cultes Mechanicus. Hein, ça a le don de fâcher tout le monde, parce qu'on a là derrière, en fait, à travers ce désaccord qui semble peut-être mineur, peut-être une petite vision théologique un petit peu différente. Ah non, là on tient un casus belli, c'est la guerre intergalactique en fait, derrière automatiquement. Bon, intergalactique, vous aurez compris que c'est un terme plutôt galactique, on va dire. Donc, je pense qu'on a balayé l'essentiel par rapport à comment ça se présente, cette croyance en l'esprit de la machine, d'où ça vient, en gros, en tout cas pour ce qui est de la part de croyance, mais on verra plus tard si ça a des aspects tout à fait réels, perceptibles, tangibles, etc. On a fait l'essentiel, on a dégrossi ce qui est important à savoir par rapport à cette croyance en l'esprit de la machine. Bon, là-dessus, passons à la première théorie. L'esprit de la machine n'existe pas. C'est guère qu'une croyance. Mais rien de plus, c'est une superstition
qui va avoir enflé et enflé jusqu'à devenir vraiment quasiment la base d'une religion. Mais à degré d'entretien égal, à qualité d'exécution des manœuvres égale à tout ça, on ne repérerait pas de différence entre les machines dont on a loué, cajolé l'esprit et celles qu'on aurait courroucées, soi-disant. L'esprit de la machine n'est rien d'autre qu'effectivement une super superstition qui est devenue en quelque sorte une religion. Bon, très bien. Ça va être accrédité par... Enfin, c'est une explication qui a le bon ton d'être compatible plus ou moins avec toutes les autres qui vont suivre, et puis ça nous donne le ton de cet univers. Vous savez, c'est pas à balayer du revers de la main, cette première théorie. Je reste convaincu que c'était l'intention originelle de ceux qui ont rédigé initialement le lore de Warhammer 40 000 et surtout de ceux qui l'ont un petit peu entériné, on va dire, en 3e édition. Ça semble fortement affirmé, même si un peu implicitement, qu'on est là dans une croyance qui est une sorte d'exacerbation de phénomènes déjà observables dans la vraie vie. On va y revenir, mais qui aussi va appuyer très fort sur cet aspect satirique qu'a Warhammer 40 000 initialement, et encore un peu peut-être aujourd'hui. Cet aspect satirique où en fait tout ce qui est d'ordre de l'obscurantisme, des croyances éventuellement dévoyées au fil du temps et qui prennent toute une tournure différente au fil des millénaires et puis qui aboutissent à des superstitions, des protocoles, au fait d'observer des rituels et des choses qui sont complètement soit désuètes ou archaïques, voire complètement nocives et obscurantistes. Bon, c'était, à mon sens, très fort, cette intention en fait, des auteurs originellement. Rick Priestley, à ce sujet, qui ne fait plus partie de Games Workshop, mais qui était très impliqué en premier lieu dans la rédaction du lore de cette période, et même avant, bien sûr. Rick Priestley va, quand il est interviewé, insister sur cet aspect-là. On va dire l'aspect satirique était assez puissant, et alors on voulait effectivement représenter toute l'absurdité de cette société de l'Imperium, et le fait effectivement de louer, prier, masser aux huiles saintes langoureusement les mécanismes de chaque machine avant d'y avoir recours, avant de les allumer, faisait partie de ça en somme. Et il évoque même une petite histoire qui n'a pas été retenue au final dans le lore de Warhammer 40 000, mais qui reposait sur en gros la guilde, en somme la dynastie des changeurs d'ampoules du palais impérial, enfin bref, quelque chose qui ne figure pas dans le lore de Warhammer 40 000 et qu'il avait écrit, qui était potentiellement une des bribes de fleuve qui pouvait s'y trouver. Et en somme c'était une histoire absurde quoi, où initialement on a un boulot qui par l'importance du lieu où les ampoules sont changées fait l'objet de toute forme de cérémonie, de ritualisation, etc. du changement d'ampoule. Puis les ampoules viennent à disparaître, à manquer, et on perd le sens même originellement de ce qui était leur fonctionnalité. Mais le métier, lui, la vocation, cette profession est toujours transmise de père en fils, en fait, de génération en génération. Et la croyance, au fil des générations, se modifie de sorte que on finit par ne plus très bien savoir, à vrai dire, ce qu'étaient ces formes d'ampoules, ce qu'étaient ces ampoules, et le métier de changeur d'ampoule est devenu celui de peintre d'ampoules, parce qu'on en retient seulement qu'il fallait que ça apparaisse comme blanc, ces ampoules. Voilà. En ayant perdu l'aspect que, l'intérêt était justement d'être incandescent et illuminé. Mais oui, du coup, blanc, c'est devenu une tâche de peintre, en fait, au fil des millénaires. Bon, bref. Donc cet aspect de l'humanité n'a aucune putain d'idée de ce qu'elle fait. Elle a peur des technologies, elle est terrorisée par ce qu'elle a engendré des millénaires auparavant.
Et même si elle ne connaît plus vraiment cette histoire en profondeur, elle garde juste la peur et la terreur des machines. Elle a besoin des machines aussi pour survivre dans un même temps, donc elle a cette dichotomie où elle les déteste, elle les craint, et en même temps elle a besoin d'elles pour survivre, donc elle les prie, quoi. C'est des sortes de dieux cruels, en fait, quoi, et ironiques, les machines, pour l'humanité. Donc on a cette première théorie, tout simplement. L'esprit de la machine, c'est de la connerie, ça n'existe pas. Faudrait... bref. Je pensais à une forme de Thomas Durand du 41e millénaire qui me ferait marrer dans le... ça serait sympa. Bon, 2, l'esprit de la machine est juste une approche pédagogique de la mécanique. Bah ouais, parce que si on prend un sujet A, un sujet B, et que le sujet A, en somme, est un peu rustique, un peu rude, il n'accorde pas beaucoup d'importance à ses boniments et même à ses bons dieux machinerie, si on peut dire. Donc son fusil laser, typiquement, son arme, son équipement, il va pas lui accorder vraiment une attention particulière. Donc il ne va pas observer les préceptes qui lui ont été transmis par le technogure de son régiment. Il va être un petit peu négligent vis-à-vis de son équipement, parce qu'après tout, par exemple, un fusil laser n'est jamais qu'un fusil laser, quoi. Et alors on prend un deuxième en imaginant que, et non, ben non, celui-ci, il est un petit peu bigot, s'agissant de respecter les enseignements, en tout cas de son technogure, et lui va, au contraire, observer scrupuleusement les rituels qui sont prônés par l'Adeptus Mechanicus. De sorte que il accomplit régulièrement les rituels qui sont voués à apaiser l'esprit de la machine de son fusil laser. Ça consiste en quoi ? Ben, régulièrement, à démonter l'arme, à lui pratiquer des petites onctions toniques, voilà, à base d'huile sainte, à lubrifier les mécanismes, hein, tout simplement. Hein. Ça va consister à bien la nettoyer, de sorte que l'esprit de la machine se sente respecté, etc. Et finalement, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que d'un côté, on a une arme bien entretenue chez le sujet dévot, et puis une arme sans doute mal entretenue chez l'autre. Tout simplement. Et donc, ce qui, dans la première explication, n'était qu'une superstition, devient, d'après cette explication, plus une forme de ritualisation des protocoles d'entretien des machines, pour s'assurer qu'à travers toute la galaxie, même les plus benets ou les plus exotiques des peuples avec qui parfois il y a la barrière de la communication, de la langue, des cultures complètement différentes à travers toute la Voie lactée, et ben, en insistant sur le caractère vraiment très religieux de la chose, on parvient à enfoncer, ancrer solidement ces croyances qu'il faut respecter le matos, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et en le ritualisant, d'abord c'est fait avec tout l'aplomb, tout le côté scrupuleux qui va avec l'aspect religieux, où on opère les rites liés à l'esprit de la machine scrupuleusement, dans un ordre précis, un côté tatillon sur la numérologie, avec éventuellement un chant, un cantique associé qui définit un peu rythmiquement la manœuvre. On s'assure que le matos est bien entretenu par ce biais-là. Parce que un paquet des technologies qu'utilise actuellement l'Imperium provient quand même du Moyen-Âge technologique malgré tout, et a traversé les millénaires sous forme de schémas de construction standardisés, permettant aujourd'hui de les répliquer, mais sans en comprendre ni la nature, ni le fonctionnement, en étant vaguement capable de les faire fonctionner et de les utiliser, mais en étant incapable de les recréer, de les répliquer et d'expliquer la science qu'il y a derrière. C'est ça aussi le truc, donc ça rend beaucoup des machines extrêmement précieuses, et les schémas de construction standardisés permettant de les construire sont encore plus précieux. Donc du coup, il y a plutôt intérêt à en prendre soin, en somme. Et cette ritualisation, cette croyance va vraiment enfoncer le clou, inciter tous les humains, des adeptes de Mars jusqu'aux
au pauvre ruchier qui fait son métier tous les jours, eh ben, ils vont prendre soin du matos, quoi. Tout simplement. Accessoirement, il y a des tas de machines, parce que l'esprit de la machine concerne toutes les machines. Des tas de machines qui sont pas si précieuses que ça, sont pas forcément des reliques de l'âge d'or technologique de l'humanité, hein, le Moyen-Âge technologique, mais sont quand même plus précieuses que la vie de l'utilisateur qui emploie ces machines. Même au sein de la garde impériale, où pourtant, contrairement à une croyance très répandue, les gardes impériaux, de tous les principaux militarum regimentos, sont des soldats d'exception, d'élite. Enfin, on est de l'ordre de 1 sur 1 million qui a vraiment ce cran, cette trempe, cette prédestination à la vocation de servir dans l'Astra Militarum. Non, quand même, Cadiens solides, les gars. Mais, malgré ça, il faut plusieurs gardes pour avoir la même valeur que le fusil laser, qu'un seul des fusils laser qu'ils portent. Voilà. Donc, ça donne une idée, quoi, du caractère un peu sacrifiable de la vie humaine. Bon. Et justement, là-dessus, ce qui est intéressant, ça va nous emmener peut-être au point suivant, c'est... En passant au point suivant, on verra. 3. L'esprit de la machine existe. C'est une réalité, ce n'est pas qu'un ensemble de croyances plus ou moins dysfonctionnelles, voilà, ni un tuto mécano pour les nuls. Non, l'esprit de la machine existe, sans explication à ce sujet. On doit juste se faire à l'idée. On doit le prendre au premier degré, comme un bon petit techno-adepte docile. C'est comme ça. Pourquoi pas? C'est une théorie qui peut être étayée un petit peu par différents exemples. Je pense, alors, toujours un peu bancal quand on va chercher les règles pour essayer d'avoir des réponses par rapport au lore. Mais dans l'idée, c'est ça, les règles de jeu. Je pense au codex Cult Mechanicus, sorti initialement en quoi, V6, V7, le tout premier codex où c'était encore séparé, Skitarii et Cult Mechanicus. Mais aussi au codex 8ème édition, où on avait les traits de seigneur de guerre, qui je crois s'appelait Mecha Dominator en V8, et dans l'édition... Enfin dans le Cult Mechanicus, j'ai oublié son nom, mais c'était du même acabit. En gros, certains des technoprêtres spécialisés dans cette sorte de classe, de cette sous-spécialisation, qui est celle de Mecha Dominator, vont être en mesure d'adresser des injonctions aux machines, même aux machines ennemies, qui, sans qu'aucun contact n'ait lieu, sans qu'aucune opération concrète ne soit menée sur la machine, juste par la puissance de la pensée, vont être capables d'arrêter un char en pleine course. Ils vont être capables... il faut vraiment penser un peu druide, le lien, vous savez, les druides en général dans les JDR, le lien avec toute la faune et la flore, la capacité à parler aux animaux et à se faire comprendre d'eux, etc. et inversement. Bah, c'est pareil, mais avec les machines. Donc on est sur un dompteur de chars, quoi, en somme, un dompteur de machines. Et ça, donc ça avait un effet concret en termes de règles, quoi. Et puis, ça c'est marrant d'ailleurs parce que je pensais que il faudrait vraiment que je fasse un point là-dessus, mais la croyance en l'esprit de la machine elle est déjà quand même bien ancrée dans notre monde quand on y réfléchit bien. Et en fait, chacun peut plus ou moins confesser y avoir succombé au moins temporairement dans sa vie pour certaines choses bien précises. Pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir vos témoignages à ce sujet. Mais très franchement, moi, j'admets, avec juste ce qu'il faut de honte, mais pas trop, que c'est vrai que quand était venu le temps d'allumer une PlayStation 1 qui commençait à avoir de sérieux signes de faiblesse, je dois avouer que la croyance en l'esprit de la machine elle est vite arrivée en moi. Il suffisait de ça, vous voyez. J'ai même pas besoin que ce soit mes systèmes de live support qui me menacent de lâcher à tout instant. Juste, est-ce que je peux démarrer mon jeu STP? Ça suffit en fait à déjà ritualiser le protocole. Donc la PlayStation à l'envers, au démarrage évidemment. La petite tape, la petite frappe concussive mesurée de, de maintenance. Tout ce genre de choses, et j'en oublie encore. Ça vient assez vite finalement, ça vient assez vite. Antérieurement déjà on pourrait. Peut-être que tout a commencé par le fait de souffler dans les cartouches de Mega Drive précédentes. C'est possible.
Quoi qu'il en soit, ça vient assez vite. Mais c'est juste le Mecha Dominator qui m'a fait penser à ça. C'est vrai que je pensais à ça, le côté sur lequel j'ai pas insisté. Je parle que de superstition et de machin. Mais c'est le côté... l'anthropomorphisme criant, en fait, qu'il y a... et dans la création des machines, et dans la perception après de celle-ci, par le badaud. Et je dois reconnaître que, quand je parlais d'arrêter un char en pleine course, comme ça, par la seule puissance de la pensée, je confesse aussi que souvent, c'est vrai, en traversant, il y a un côté où on veut affirmer, par exemple, quand on se balade, en ville notamment, on veut affirmer en tant que piéton qu'on passe, quoi, se faire comprendre, et une forme de baston de regard qui s'engage, mais bien souvent, en tout cas me concernant, peut-être que je suis un débile, c'est une explication possible, hein, pas avec le conducteur directement, qu'on voit mal derrière la vitre, mais avec les phares de la voiture. La baston de regard se passe entre les yeux et les phares de la voiture. Direct... Il y a ce côté-là où je regarde la Twingo droit dans les phares et puis... Chut, ma belle. Voilà, voilà. Il y a ce côté-là. Un côté, l'homme qui murmure à l'oreille des Twingo, ça existe. Et je pense ne pas être le seul. Je peux me tromper. Sinon, je sais pas, j'en assume définitivement les conséquences en me retirant de la vie youtubesque. Quoi qu'il en soit, ça c'est juste ma part, mais enfin, je dois pas être le pire, parce que si on regarde un petit peu du côté, notamment, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais enfin, on aurait tort de pas rigoler quand on a l'occasion de le faire. Si on regarde du côté des orthodoxes, avec le culte mechanicus, c'est déjà une branche officielle, hein. Ça fait déjà partie de tout leur arsenal liturgique, parce que les bénédictions d'avions, de voitures, d'ogives nucléaires, de centrales, de tout ce que vous voulez, mais c'est monnaie courante chez eux. Appelez le prêtre quand on a une panne de moteur sur une bagnole, c'est pas rare dans cette sphère un petit peu de l'Est. C'est pas rare. Et je vous invite à chercher des images à ce sujet si vous voulez un petit peu vous documenter. Il y en a pas mal qui accréditent cet aspect-là, quoi. Ce côté bénédiction de la machine. Enfin, en somme, appeler le prêtre avant le mécano, c'est commun dans cette déclinaison du christianisme. On pourrait, pourquoi pas, aussi évoquer... ça va faire un autre sujet dans la vidéo, on va s'en passer. Mais enfin, j'allais dire... certains protestants, en demeurant, c'est vrai, hein, plus sauce évangéliste, mais pas que. Enfin, un côté américain, africain aussi, sud-américain. On n'a pas fini, quoi. En fait, tout le monde y croit, sauf les Français, finalement, dans cette histoire. Bon, bref, tout le monde est déjà à genoux devant le dieu machine. Bref, quoi qu'il en soit. Théorie suivante. Ah non, quelques propos qui vont encore étayer quand même le côté l'esprit de la machine existe, TGCM, c'est comme ça. Ça devient plus important dans les suppléments de jeux de rôle d'Arc Hérésie, où parmi les compétences à débloquer pour les personnages de l'ADMEC, on va pouvoir trouver effectivement des formes d'incantation, de prière, de chants ou de choses comme ça qui vont soit réparer les armes de ses coéquipiers, soit faire dysfonctionner, saboter les équipements ennemis, et le tout sans contact, en tout cas tel que décrit dans les bouquins d'Arc Hérésie, à distance. Donc on peut même pas dire que, en somme, c'est le fameux coup de l'extrême onction là, qui remet un peu d'huile dans le... C'est un coup de WD-40 fondamentalement, mais on peut même pas dire que ça relève de ça, non, c'est sans contact, juste... le technoprêtre opère par la simple puissance de son esprit et surtout sa croyance en un dieu machine. Il agit réellement, concrètement, sur des objets manufacturés. Et ça peut aller même jusqu'au plus simple, ceux qui n'ont pas d'interface, ni qui ne sont pas alimentés. Des objets purement mécaniques. Ça marche sur les mitrailleuses toutes simples, communes, un peu archaïques,
qu'on trouve notamment... Enfin voilà quoi, j'en sais rien, le truc, la mitrailleuse toute pourride, comme dirait ma nièce. Le truc volé par un ganger de Necromunda, enfin... donc purement mécanique. Pas une once de pièce de quoi que ce soit d'électronique dedans, mais ça marche, il déplace le métal par la foi en un dieu machine. À vous de voir si vous le prenez au premier degré ou avec un peu plus de distanciation. Quoi qu'il en soit, ça existe, c'est sourcé. Donc Codex Mechanicus, V7, V8 et Dark Heresy, JDA. Ensuite, on va avoir l'explication. L'esprit de la machine est l'âme des machines dans le warp. Un peu plus alambiqué celle-ci. En fait, comment est-ce que j'ai fait le tri un peu de mes explications? C'est celle que j'ai vu le plus souvent revenir dans les théories un peu de fans, de joueurs, ou ce genre de choses. Moi, je donnerai mon propre avis sur celle qui est à ma faveur à la fin de la vidéo, mais bon, j'énumère toutes celles qui existent, et encore une fois, c'est pas par ouverture d'esprit ou côté magnanime que je dis ça, c'est la raison juste qui me pousse à dire que aucune n'est vraie, aucune n'est fausse, ou toutes sont vraies et toutes sont fausses à la fois. On y reviendra un petit peu à la fin. Mais l'esprit de la machine est l'âme des machines dans le warp. Assez souvent, sur tous les topics, les forums, les commentaires, ce genre de choses, les sacheurs parmi les sachants qui vont avoir fraîchement lu un bouquin Black Library, assez souvent surgit cette remarque, donc sur les forums, sur les machins, à base de... Vous êtes des cons, moi je sais, basiquement tout a une âme dans Warhammer 40 000, et comment voulez-vous, en somme, que les machines, notamment celles qui ont le plus de puissance cognitive quand même induite en eux, on peut penser ici à certains titans, on peut penser à des chevaliers impériaux, on peut penser à certains véhicules de la Depus Astartes, on peut penser à plein de choses comme ça qui ont un fort degré d'automatisation, qui ont même au-delà de ça une personnalité qui à un moment donné va vraiment se montrer, ressurgir. On peut penser aux vaisseaux spatiaux aussi, qui en plus ont des interfaces souvent qui les rendent capables de communiquer avec leur équipage. Bref. Donc, quand on a des machines pensantes à ce degré-là, elles ont une empreinte dans le warp. Et puis, il faut ajouter à ça la croyance des humains qui va se cristalliser autour de certaines technologies, de sorte que ça prête une forme d'âme à cette pièce d'équipement dans le warp. Peut-être qu'elle va de la plus faible à la plus importante, encore une fois. On imagine volontiers que un Titan Imperator n'a pas la même âme qu'un simple pistolet laser, mais bon. Et elle va se cristalliser comme ça dans le warp, dans la dimension spirituelle, autour de cet objet, s'agglomérer autour. Et puis, bon, les deux forment ce qu'on peut appeler l'esprit de la machine, qui de temps en temps va avoir ses répercussions dans l'espace réel, qui va se manifester. Et en gros, le titan, que depuis des millénaires, des générations, on dit être particulièrement belliqueux, va parfois l'être. Voilà. En gros, une épée relique, peut-être même de simple facture, peut-être même une simple épée normale, pas énergétique, pas tronçonneuse, rien, normale, mais qui fait office de relique parce que depuis 10 000 ans, elle est exposée et on dit que c'est l'épée qui a servi à, je sais pas, un citoyen, une citoyenne particulièrement pieux ou pieuse, qui a servi à oxyre, presque par la providence divine, hein, un prince démon ou j'en sais rien. Il y a tellement de légendes, de mythes et légendes qui vont s'agglomérer autour de cette épée, tellement de pensées qui vont venir se cristalliser quelque part autour de cet objet dans le warp, qu'à la fin, ça prend une tournure un petit peu réelle. À vous de voir ce que vous accordez comme crédit à cette hypothèse. Il faut reconnaître que ça expliquerait beaucoup plus simplement les cas de possession de véhicules, les cas de possession de technologie, les démons infiltrés dans les bolteurs, excusez-moi, les démons qui viennent s'incarner même dans l'univers matériel à travers des chars ou des machines de guerre du côté des armées du chaos. Le mécanicum noir qui va même
enfin bref, avoir recours à ses possessions démoniaques pour développer ses propres types de véhicules. Bon, c'est vrai que ça lui apporte un petit peu du... On va dire ça offre un biais facile pour ses possessions démoniaques. Ou au contraire, les exploits miraculeux que l'humanité va attribuer à certaines machines en pensant que ça fait partie de leur esprit de la machine, quoi. À un moment donné, ils ont fait un truc, c'était mémorable. Bah voilà. Miracles et malédictions sont bien expliqués par cette théorie. Maintenant, bon, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, une petite cinquième. L'esprit de la machine est lié au Nécron. Ah, alors, bon. Tous ceux qui vont avoir lu Mechanicum de Graham McNeill, si je dis pas de bêtises, si je me plante pas, ou c'est Guy Hallet, putain, je sais plus. Oh là 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 là, ça fait tellement longtemps. Quoi qu'il en soit, vont avoir à l'esprit que, bon, en gros, la croyance en un dieu-machine est pas grand-chose de plus qu'une croyance. En réalité, sommeille au cœur de la planète rouge un Cthane très ancien, qu'on appelle le dragon de Mars. Ce dragon de Mars est lié au dragon du vide, en fait c'est le dragon du vide, hein, ni plus ni moins. Et c'est cette créature, ce Cthane, ce dieu des étoiles, ce dieu stellaire, comme les Cthane qui sont liés au Nécron, hein, qui, lui, règne sur tout ce qui est un petit peu technologique, et son enfermement par l'empereur qui est parvenu à le vaincre, pas à le tuer, mais juste à le vaincre, son enfermement sous Mars par l'empereur va avoir plusieurs conséquences, à savoir que ce Cthane, qui dormirait donc en sous-sol, aurait une certaine influence sur les créatures intelligentes qui se trouvent à la surface de la planète rouge, en venant induire, souffler des rêves, des songes nocturnes qui vont parler de technologies démentielles, qui vont suggérer des inventions, ou en tout cas peut-être guider le martien lambda vers la source d'un schéma de construction standardisé, enfin quelque chose de cet ordre-là. Ça va leur mettre des rêves de grandeur technologique dans la tête, quoi, à cause de l'influence exercée par le Cthane, dragon de Mars, qui sommeille sous la surface de la planète. Et donc du coup, à cet égard, si on imagine ça, alors bon, évidemment, ça rebat un peu les cartes, hein, parce que dès ce moment-là, quasiment toute technologie humaine engendrée par l'Adeptus Mechanicus, ou en tout cas retrouvée par elle, par l'Adeptus Mechanicus, et fabriquée par elle, eh bien, va porter un petit peu l'empreinte, la trace d'un objet engendré par les Cthane. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là, engendré par ce dragon de Mars. Et il y a un petit passage qui peut-être accrédite un peu ça. Alors là, pour le coup, je suis pas sûr de cette source, parce que c'est clairement le texte extrait tel quel de The Origin War, où on va avoir une compilation de nouvelles au sein de cette saga. Une compilation de nouvelles très courte. C'est écrit par John French. Je crois pas que ce soit déjà sorti en français. Et si c'était le cas, c'est plus édité en français, en tout cas actuellement. Mais cette petite nouvelle, je vous la résume brièvement, alors je l'ai sous les yeux quand même. Quels rêves dorment dans le fer que l'humanité a réveillé en tournant la roue. Contexte, c'est très simple. On a une sœur de bataille qui va solliciter un genre de technoprêtre pour réparer son épée qui est endommagée. Le technoprêtre est pensif en réparant l'épée, il se regarde dans son reflet. Il n'est pas courroucé par le fait que l'épée soit endommagée, parce que certaines créations ont été créées pour être endommagées précisément, donc il s'offusque pas du fait que l'épée soit abîmée, c'est sa fonction. Et puis, tout en se regardant dans le reflet de l'épée, il va murmurer il y a des fantômes dans les machines. Le mec, il droppe des bombes fluffiques comme ça, au calme. Il garde pas très bien les secrets de son ordre, quand même, je trouve. Bon, enfin, la sœur de bataille va dire des fantômes. Les machines ont des esprits. C'est ça que dit tout votre sacerdoce, n'est-ce pas? Celui qui s'appelle Glavius 4 euros, cet adepte du dieu machine, va réajuster son mode d'expression pour être sûr d'être compris par l'humaine. Et toutes les machines possèdent des esprits, c'est un fait et une vérité.
Je n'ai pas parlé d'esprit, j'ai parlé de fantôme. Voilà le rêve. Il poursuit plus loin. Voilà le rêve. Je n'ai pas rêvé depuis que je suis monté au sacerdoce. Je ne crois pas que mon augmentation cognitive le permette. Mais, avant de partir, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je me tiens sur la plateforme dans la caverne sous la montagne de Zao Arcade. Je suis seul. La caverne est sombre à l'exception des sphères lumineuses sur la plateforme. Au-delà de son bord, l'obscurité continue au-delà de la vue. Je me dirige vers le bord de la plateforme et regarde en bas. Et quelque chose bouge, quelque chose de vaste se dresse, se déploie dans l'obscurité. Je ne peux pas bouger, je n'entends rien. Le silence avale tout cri. Une vaste tête de métal s'élève pour venir au niveau de la plateforme. La poussière en tombe, ses yeux sont un feu froid. Je les regarde et j'entends une voix. Sa voix, Ishta Ingama, je ne sais pas pourquoi il dit sa voix, résonne en moi. La machine est l'éternité, dit-il. Puis, la tête et le corps en dessous se détournent, et la lumière de ses yeux brille dans l'obscurité, et je vois ce qui se trouve dans la caverne au-delà de ma vue. De vastes figures de métal, à moitié enfouies sous les décombres, et la poussière grise, 11, 15, 18, 27, 33 et plus, une légion endormie dans le noir. La machine qui rêve doit se réveiller, dit la voix. Puis le rêve s'en va, mais quand il revient, je pense toujours que je peux voir un autre dieu de métal sortir de son sommeil. Alors, il est possible que j'interprète mal ce passage, il est possible que je n'ai pas la contextualisation parfaite parce qu'il faudrait se taper tout Orugia Noir pour voir si ce sont juste des nouvelles parfaitement indépendantes les unes des autres pour les courtes nouvelles comme ça, dans ce cycle, ou si ça se renvoie la balle de l'une à l'autre, de sorte que et la sœur de bataille, c'est Verita, et Glavius 4€, là, l'adepte du Mechanicus, peut-être que ça se renvoie la balle entre elles, et finalement, ces nouvelles font allusion à autre chose que le Cthane dormant sous la surface de Mars, font allusion, excusez-moi, à des personnages propres à ces romans-là, ou des IA propres à ces romans-là. Peut-être que c'est de cet ordre-là, j'en sais rien. Mais je dois avouer que si on ajoute et Mechanicum, et même dans le codex V3, la sortie des Nécrons, il y avait déjà cette idée induite quand même, il faut le reconnaître, d'un lien entre Mars et les Nécrons, et même que quelque chose résidait sous le... Comment il s'appelle, le labyrinthe Noctis, là, qui existe vraiment sur Mars actuellement. Enfin, Abaddon en parlait, genre, oh, il y a un grand pouvoir caché là-dedans. Faudra aller jeter un œil. Donc, c'était déjà un petit peu suggéré de manière embryonnaire, éventuellement dans le codex Nécron, en V3. Donc c'est pas le codex actuel, c'est même pas les Nécrons actuels, hein, mais bon. Et ça a été développé comme ça énormément à travers des romans par la suite. Donc, on en est où de cette histoire au final? Putain, on a fait le tour de toutes les théories les plus populaires. Et qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? On pourrait ajouter encore de la confusion par-dessus la confusion avec un petit coup de coupe d'un Land Raider, bah bien sûr. Allons-y. Je pense, bon bref, je reviendrai sur ma conviction plus tard. Mais là, sur le Land Raider, sur le plan de coupe qui était paru dans le White Dwarf pour la sortie du nouveau Land Raider, on distingue clairement ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit de la machine, dont on nous dit même que c'est le M32 classe Cyclope. Et vitesse de cogitation 3000 CO par seconde, je ne sais pas quelle est cette unité. Capacité de contemplation maximum 8000 kiloneurones. Alimentation éthérale, blindage de l'alambic. Vous voyez cette petite sphère noire avec plein de tubes reliés, etc. Saut de pureté, des rites d'éveil. Ouais, quand même, cette forme de religiosité qu'on retrouve, mais c'est là qu'est concentré l'esprit de la machine. C'est même un dispositif physique que l'on voit ici, physiquement, quoi. Cortex interface, haut-parleur externe. Retenez bien ça, les mecs. Donc, il parle. Il parle, le bousin. Et alors... bah tiens, justement... J'ai oublié de mentionner cet exemple qui est quand même majeur.
simple superstition ou réalité perceptible, on va dire, observable, l'esprit de la machine. Parlons un petit peu du cas du Land Raider, la puissance de Rin, je crois qu'il s'appelait comme ça, Rin's Might. À moins que ce ne soit la colère de Rin, je ne sais plus comment il s'appelle. Quoi qu'il en soit, je me souviens bien dans le roman Le Monde de Rin, qui était consacré au Crimson Fist, de la situation suivante. Je m'en souviens très bien. Sur le monde chapitral des Crimson Fist, eh bien, ces Space Marines vont se préparer à une invasion orque de grande ampleur. Leur monde est en proie à une ouaille qui se précipite vers cet astre et s'apprête à le ravager. Alors ils se retrouvent, malheureusement, même si initialement c'est plutôt bien parti, ils se retrouvent dans une situation qui se complique très vite, ces Space Marines, puisque d'abord, avarie catastrophique d'un missile sol-espace qui déclenche une explosion cataclysmique à la surface de la planète. Il pète au démarrage, quoi. Pas de bol. Son esprit de la machine n'avait pas dû être suffisamment bien... Il n'avait pas eu assez de massage californien à l'huile, a priori, sur son mécanisme. Donc il pète à la surface de la planète. Et le monde est déjà ravagé avant même que les orques posent le pied dessus. Et voilà, et ils vont aggraver les choses, évidemment. En plus de ça, il faut ajouter un petit peu le facteur chance, le facteur chatte à la tomate des orques, parce que le Big Boss Snagrod va effectuer une manœuvre audacieuse qui va être payante. On a les défenses orbitales, les vaisseaux, tout ça, la Navy, les vaisseaux Space Marines qui sont positionnés en défense du monde de Rin. Les croiseurs orques arrivent, toute la flotte, quoi. Et puis, le Big Boss Snagrod effectue un saut warp pour réapparaître derrière les vaisseaux impériaux. Et donc pouvoir atterrir sur la planète directement en ayant court-circuité leur défense, quoi. En étant passé au travers comme si de rien n'était. Il faut savoir que normalement, cette manœuvre est un petit peu suicidaire, parce que, en théorie, aucun commandant ou navigateur impérial va prendre la décision de faire un saut warp aussi proche d'un astre de taille importante, parce qu'il va réapparaître en étant pris dans son champ gravitationnel, de sorte que ça va disloquer les vaisseaux entre eux, ça va les transformer en poussière d'atomes, les casser en deux, bref, ça va faire tout un bordel, si ça ne les pousse pas tout simplement à s'écraser, de sorte que c'est une manœuvre considérée comme à 99% suicidaire, quoi. On sait que ça va mal se passer, à plus forte raison avec plein de vaisseaux, où ça va faire... ça va être un jeu de quilles, quoi, en orbite. Bon. Et finalement, Snagrod, le Big Boss, il part un petit peu en mode Dumb and Dumber à ce sujet, quoi. Il a entendu 99% de chance de crash, et... vous voulez dire qu'il y a quand même une petite chance. Donc il opère le saut, c'est payant, ça marche. Merde. Bon. Il reste que quelques petites poches de survivants, dont quelques membres du chapitre, des Crimson Fist, mais enfin, pas grand monde. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène l'exemple que je voulais évoquer, notre fameux Land Raider, qui s'éveille. Et il se met en branle, allume ses moteurs, alors que personne n'est plus là pour le piloter, pour l'opérer. Personne n'est plus là pour activer ni ses armes ni ses moteurs, mais il s'éveille. La petite lueur rouge là qu'on voit sur le devant là, avec la diode qui là dans la légende d'ailleurs de la coupe du Land Raider est un senseur externe. C'est l'œil du Land Raider, ni plus ni moins en fait, comme on le voit ici. Voilà, qui est relié directement à l'esprit de la machine. Alors, il s'éveille et puis il part dans une croisade personnelle contre les peaux vertes. Maintenant, c'est une affaire personnelle. Et quelle forme ça prend ? C'est juste que le Land Raider va go full K2000, quoi. Mais vraiment, enfin, on est là-dessus. Il fait sa propre vie, comme s'il était piloté, mais il est piloté que par sa propre force de volonté, que par son propre esprit. Et il va mener la vie dure aux orques, parce qu'il va leur mener toute une petite guerre de harcèlement, petite guérilla tactique tout en douceur, où un petit coup par-ci, un petit coup par-là, il va mener l'ensemble des clans, enfin, il va les disperser, les orques, il va les harceler, un par un, il va chercher à faire un tir égale un mort, etc. Il va bien foutre le bordel, et emmerder les orques pendant beaucoup plus longtemps qu'il aurait dû.
Voilà, il cause un carnage, quoi. Il va même tuer un des big boss. Il va tuer un des big boss, et puis à la fin, quand il arrive à sa dernière goutte de carburant, il a épuisé ses dernières munitions, il a épuisé les dernières batteries de ses canons laser, il ne lui reste plus rien. Il va utiliser un ultime stratagème en ouvrant bien grand sa rampe d'assaut à l'avant, les canons en berne, de sorte qu'il semble offert, trop offert pour que les orques puissent y résister, parce que, évidemment, collectivement, ils ont envie de le looter, d'aller voler tout de suite le Land Raider, c'est une prise de choix, mais c'est plus intéressant d'être le premier à mettre le grappin dessus que le dernier à monter à bord. Donc, les orques se précipitent et se battent, c'est la cohue, pour être le premier à le looter, en quelque sorte. Bon. Ils en viennent même à pénétrer à l'intérieur, enfin à s'engouffrer dedans au maximum, et évidemment, c'est à ce moment-là, vous l'aurez deviné sans doute, que le Land Raider explose. Un dernier barreau d'honneur. Bon. Donc, si là on n'a pas une manifestation concrète, tangible de l'esprit de la machine, je sais pas ce que ça peut être, mais c'est très particulier, parce qu'on observe que le Land Raider, qui est, je rappelle, un schéma de construction standardisé, hein, qui vient du Moyen-Âge technologique, ni plus ni moins, hein, comme véhicule, va avoir, lui, un esprit de la machine qui est même là représenté physiquement sur la représentation du véhicule, et qui s'apparente à un genre... Alors c'est compliqué de dresser la limite, parce que soit on dit un mode automatique, bon, pourquoi pas, il n'y a pas besoin d'invoquer autre chose que ça, soit on dit carrément une IA, il faudra en définir les contours, c'est des définitions qui changent un peu ces dernières années, ça quand même, au vu du fait que c'est déjà une réalité et que ça invite à en redéfinir un peu les contours de ce qu'on entend vraiment par là. C'est un peu différent de ce que les auteurs de SF à l'ancienne appelaient IA, où vraiment c'est le golem de fer, quoi, qui a reçu le souffle de vie. C'est un être vivant en métal. Enfin, bon, bref. Alors, où est-ce qu'on a encore quelque chose de plus avancé que ça? Parce que là, ce Land Raider, de toute évidence, il amenait une guerre déjà intelligente aux orques, mais ça va au-delà de ça. Vous choisissez un peu votre interprétation entre il a juste un mode full auto et il tire sur les cibles les plus proches et basta, jusqu'à il est en mesure de ressentir des émotions. Car il était en colère à cause de cette situation. L'esprit de la machine, ça peut être n'importe quoi entre ces différentes formes d'explication, et ça a une tournure très concrète ici sur notre petit Land Raider. On pourrait penser aux titans dont on dit qu'ils vont lutter avec le princeps, le pilote si on veut, qui va être amené à prendre le contrôle du titan. S'il réussit néanmoins, parce que l'esprit du titan lui-même va se battre, il est un peu revêche, toujours rétif, il veut tester, voir un petit peu ce que son pilote a dans le ventre, donc il va lutter contre lui, dans un premier temps. Ça devient compliqué un peu dans le cas des titans et des chevaliers, parce qu'il y a aussi tout un bordel avec l'esprit des prédécesseurs de l'héritier actuel qui se trouve aux commandes, donc c'est une psyché un petit peu compliquée. Mais dans l'idée, c'est pour donner un peu comme ça des exemples d'esprit de la machine qui prend une autre dimension que pour le simple fusil laser, même l'outil du quotidien, quasiment mécanique, qui pourtant est supposé avoir, selon le culte Mechanicus, un esprit de la machine aussi. Bon, bah on peut voir que c'est pas tout à fait pareil, quoi, entre j'en sais rien, un petit clavier, hein, et un titan. Mais enfin, ça prend différentes formes. On pourrait aller plus loin. Est-ce bien nécessaire? Je ne sais pas. Mais en évoquant le fait que, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, la forme humaine est sacrée au sein de l'Imperium. C'est la créature parfaite de corps et d'esprit, celle qui est amenée à régner sur les étoiles.
en modifier quoi que ce soit revient en somme à commettre une hérésie génétique, biologique. Hérésie biologique, quand on s'éloigne de la forme parfaite de l'humain, quand même, à travers, comment dirais-je, les mutations tout simplement naturelles pour s'adapter à un environnement, ou les mutations dues à des expositions à des choses diverses et variées. Enfin, tout ça va constituer des hérésies biologiques. Donc la forme humaine est sacrée. La vie humaine vaut rien, mais la forme humaine est sacrée. Et l'espèce de parade, cristallisant à la fois la peur et l'adoration que l'humain voue à la machine au 41e millénaire, va être d'aller toujours glisser au sein des machines des éléments biologiques lorsqu'il y a besoin de faire entrer en jeu un petit peu de matière grise, en fait, enfin un petit peu de puissance de calcul, un petit peu, quand il y a besoin d'un processeur, on va en général venir intégrer un cerveau humain dans la machine. Ça se voit à plusieurs instances, plusieurs moments, ça se voit par rapport effectivement aux gigantesques machines de guerre évoquées précédemment, ça se voit même ne serait-ce que là concrètement sur des figurines avec les ferro-échassiers du Mechanicus, là. Le pauvre gars qui est devant, on pourrait s'y méprendre et penser que c'est lui qui pilote et l'autre qui tire au-dessus. Franchement, celui qui est à l'avant dans ce tandem infernal, il est pas gagnant, parce que il est purement enchâssé dans la machine en réalité. C'est guère qu'un buste, avec vaguement est-ce qu'il faut de moignons pour être relié au reste de la machine. Mais c'est un peu la tête du cheval dans cette configuration étrange. C'est ni plus ni moins que ça. C'est la tête de la monture. Mais il n'est pas grand-chose de plus, le pauvre mec. Alors, ça, on pourrait ajouter... Enfin, il y en a plein, des exemples. On pourrait ajouter, ne serait-ce que tous les serviteurs impériaux. Pourquoi est-ce qu'on a systématiquement recours à la matière humaine pour engendrer ces genres d'esclaves serviteurs? Pourquoi pas des robots, même de facture assez simple, qui pourraient remplir les fonctions parfois très répétitives et très simples des serviteurs impériaux? Eh ben, parce que les machines, la dernière fois que l'humanité a essayé à fond les ballons, et ça s'est mal passé, ça s'est rebellé, et ils se sont retrouvés au bord de l'extinction. Par conséquent, on va faire plus simple, on va prendre un humain et on va le custom un petit peu, puis même nerfer ses capacités mentales. En fait, au lieu de créer une machine avec une once d'intelligence, juste ce qu'il faut pour accomplir une tâche simple, on va préférer généralement prendre un humain, abaisser ses capacités mentales, les brider, les cloisonner, pour qu'il ne lui reste à peu près plus que celle de faire les tâches simples qu'on lui a ordonnées. Voilà. Donc on sanctifie la machine en lui par le fait de lui adjoindre des composants humains. Et notamment le cerveau. Alors, en premier lieu, c'est le plus important. Il y a aussi, autre exemple, j'avais mis ça de côté, pourquoi pas, comment ils s'appellent ceux-là? Les Castellans de la Cybernetica. Les Castellans, des robots très particuliers. Non, vous savez quoi, je ferai une vidéo dédiée sur eux parce que leur fluff est beaucoup trop glorieux pour pas avoir un épisode dédié. Mais on va dire simplement que le petit Data Smith, là, je sais plus comment il s'appelle en français, les collecteurs de... je sais plus. Quoi qu'il en soit, ces technoprêtres spécialisés de la Cybernetica vont avoir dans leur poche, ça c'est, je crois que c'est nouveau dans le fluff V9 parce que je l'avais pas lu précédemment, mais bon, vont avoir dans leur poche un jeu de quelques cartes qui sont en fait des cartes à puce sanctifiées, dont on nous dit dans le lore qu'elles ressemblent à des cartes du tarot impérial, en termes de taille, voilà. C'est des cartes du tarot impérial, mais c'est en fait des petits circuits imprimés. C'est des circuits imprimés qui contiennent, et c'est ce qui leur vaut l'adjectif de sanctifié, qui contiennent des composants biologiques, organiques, humains. Et ces petites cartes, elles viennent se glisser dans une fente qui est sur le plastron du Castellan, derrière le blindage. Le blindage peut s'ouvrir, on en change la cartouche par ce biais-là, sachant que quand on lui met une cartouche, enfin une de ces cartes à puce sanctifiée, ça le met dans un protocole de combat qu'il n'abandonnera pas
avant qu'on lui retire la cartouche. Bref, enfin, bon, c'est un sujet pour une vidéo à part ça. Mais par contre, la petite carte à puce sanctifiée, vous voyez, avec de l'humain dans les circuits, histoire que ça reste, vous voyez, c'est pas une machine purement d'essence scientifique, métallique, un être de métal, un homme de fer qui va se rebeller un jour. On lui laisse la petite part d'humain qui permet d'en garder le contrôle en somme. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Le tout machine et l'IA est proscrite. Oui, j'ai pas fait putain de passage là-dessus, mais ce sujet est infini. L'IA, le sigle IA, enfin l'acronyme, bon, il est encore court au 41e millénaire, sauf que I et A sont là pour intelligence abominable. Bah oui, encore une fois, on revient en 23-25 000, dans cette période-là, soulèvement des machines. La dernière fois qu'ils ont essayé à fond, ça a donné une guerre galactique d'échelle phénoménale. Donc l'indépendance d'esprit pleine et entière des machines, on n'aime pas trop dans l'Imperium, clairement, depuis ce moment-là. La science à tout va, tous azimuts, sans la spiritualité, on oublie. C'était le Moyen-Âge technologique, l'ignorance de l'être humain qui s'est abandonné à sa technologie comme ça, le plus total. Bref, donc IA proscrite. Mais ça c'est radical. Hein. Tous ceux qui essaient, en somme, de ressusciter ce genre de projet oublié d'intelligence artificielle entièrement autonome, pensante, de créer des êtres sentients vraiment complets, indépendants, sont punis de torture et de mort. C'est l'un des pires crimes de la galaxie, en fait, vraiment, de s'adonner à ce genre de truc. Même des recherches un tout petit peu, un poil sensibles, juste sur l'IA, sur les petits algos, sur les programmes, très vite, tu te retrouves dans la galère. Donc, intelligence abominable, bon bah voilà. Je crois que tout est dit. Mélange étrange, où on prête un esprit à une paire de ciseaux, et en même temps, on a des vaisseaux spatiaux impériaux d'échelle colossale qui ont une interface intelligente capable de converser avec leur capitaine aussi. On a entre les deux, entre la paire de ciseaux et le vaisseau spatial qui cause vraiment façon Star Trek. On a le Land Raider qui est capable de partir en croisade sauce K2000 contre les orques. Des machines des machines qui ne sont constituées que d'acier et qui n'ont pas plus d'esprit que quoi que ce soit d'autre, et des machines intelligentes en même temps de l'autre côté. Et au milieu de tout ça, l'IA et l'indépendance complète de la machine est toujours proscrite, et faut se démerder pour démêler le vrai du faux, la croyance de ce qui serait scientifiquement observable, en sachant que rien que l'adjectif de scientifique au 41e millénaire est quelque chose d'extrêmement péjoratif. C'est un mot sensible, puisque la science, c'est l'obscurantisme de l'esprit, alors que la foi et la spiritualité, elles, illuminent et élèvent l'être humain. Bon bref. Donc, quelle explication préférez-vous? En vrac, on a dit l'esprit de la machine n'existe pas, c'est des conneries, c'est du bullshit. C'est des conneries, mais ça rend 44 beaucoup trop glorieux, parce que le skin visuel, le dégainer l'encensoir pour utiliser la moindre machine, de ce côté, cette croyance vraiment, c'est juste magique, quoi, évidemment. Ouais, il donne lieu à tout un tas de mèmes plus ou moins drôles, mais enfin. Alors l'idée, c'est un peu ça, quoi. L'humain croit au 41e millénaire, terrorisé qu'il est par la science, le savoir, toutes ces saloperies qui le détournent de la foi et de la spiritualité. Et il est convaincu que voilà, c'est comme ça, tu manques de respect à une machine, tu crousses son esprit et t'es mal barré, quoi. Quand tu fais sortir prématurément, avant que le cycle de cuisson théorique soit terminé, hein, sur le grille-pain, quand tu les règles sur 2, et puis avant la fin tu dis oula, et tu fais sortir gentiment, manuellement, en activant toi-même
le ressort là, en débloquant la poignée sur le côté, c'est vraiment 41e millénaire. Il pense que le grille-pain est en mode, mais tu crois que c'est du respect ça, mon garçon? Donc, première explication. La deuxième, c'était, c'est juste une approche pédagogique pour bien apprendre à tous les petits enfants impériaux comment s'occuper des machines, comment les entretenir, car elles sont précieuses et on ne sait plus les faire, donc il va falloir veiller à leur bon maintien. 3. L'explication de la magie... Enfin, l'esprit de la machine existe, TGCM. On peut contrôler le métal à distance par télékinésie quand on est un bon technoprêtre. C'est tout. C'est l'homme qui murmure à l'oreille du métal, vraiment. 4, c'est l'âme des machines dans le warp, comme pour tous les êtres vivants. Bon. Et 5, l'esprit de la machine est lié au Nécron. Je pense, comme ça, conjecture où je me mouille pas trop, que les plus sachants de tous les sacheurs vont avoir tendance à partir sur la 5 direct. Pour l'aspect l'or caché, un petit peu à l'instar du dragon du vide, l'or enfoui dans les romans Black Library. Il n'y a aucun argument à utiliser dans un sens ou dans l'autre pour affirmer que son explication est la bonne, me semble-t-il, à moins que d'autres arguments m'échappent, parce qu'on entre dans le conflit de canon, où Games Workshop, sa position officielle va être tout ce qui porte notre logo est canon. Par conséquent, rien ne l'est, parce qu'en fait, souvent, ça va être en contradiction d'une publication à l'autre. Et il n'oublie jamais de rappeler que souvent ce qui est présenté va correspondre à des points de vue de personnages en interne et que donc il faut le prendre avec un degré de distanciation, car on ne sait pas si ce qu'ils disent est vrai, en somme. C'est vrai que dans Mechanicum, pour le coup, c'est bien ancré ce côté-là, où c'est le gardien du dragon principalement qui va parler. En fait, les mecs sont quand même nébuleux, quoi, franchement... pas très clair, quoi. L'esprit est un peu embrumé, donc en vrac, le dragon qui correspond au mythe de Saint-Georges, le dragon là, quand il se bat avec l'empereur, qui ensuite est enterré sur Mars pour que 20 000 ans plus tard, ça forme le culte Mechanicus, pour que 40 000 ans plus tard, l'empereur ait du matos pour ses armées. Bon, voilà, c'est l'explication un peu suggérée là-dedans. Maintenant, est-elle vraie, l'est-elle pas? Laquelle avez-vous envie de choisir? Moi, je vous conseillerais de procéder, comme j'ai déjà pu le faire précédemment, par affect. Moi, ma préférée, c'est la première. L'esprit de la machine, superstition, connerie, mais c'est juste génial, en fait. Ça appuie sur le côté toujours satirique de Warhammer 40 000. Faut pas oublier que c'est des éléments un petit peu étranges, hein. Les Johnson, les Priestley, enfin tous ceux qui vont avoir... les Chambers, mais d'autres encore, qui vont avoir mis la main à la pâte pour créer cet univers quand même, ou agglomérer des trucs qui finissent par donner naissance à cet univers. C'est un mélange étrange de mecs qui ont un petit restant, petit reliquat d'aristocratie britannique qui coule dans les veines, et en même temps c'est des foutus punk, quoi. Donc ce côté satirique de la société, du tout spirituel, tout religieux, tout normé, tout codifié, tout... étriqué, c'est l'incarnation avec les curseurs mis à 200% de tout ce qu'ils avaient peut-être tendance à un petit peu conspuer à cette période-là, à cette époque. Ils se sentaient un petit peu rebelles, voilà. Bon, et c'est ce qui fait pour moi un petit peu aussi, quand même, le sel de 40K, cet ADN-là, c'est quand même quelque chose. Enfin bref, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, j'ai envie d'invoquer l'argument d'antériorité du fluff, où l'esprit de la machine est juste présenté comme une croyance, mais ça n'a pas de réalité. J'ai envie de on pourrait me contre-argumenter que c'est débile de prendre la source la plus ancienne et de faire savoir qu'elle prévaut parce qu'elle est plus ancienne, parce qu'au même titre, on pourrait dire que c'est la dernière en date qui fait foi, en fait. C'est vrai. Tout ça est parfaitement vrai. Donc... choisissez celle que vous préférez, quoi, tout simplement. Celle que vous préférez. Mais, Game, ça donnait beaucoup trop de pouvoir. Ces putains d'auteurs en herbe de la Black Library, c'est le téléphone arabe, c'est horrible. Ils prennent des concepts comme l'esprit de la machine, mais comme ils pourraient en prendre d'autres, et puis en fait, d'auteur en auteur, ça se transforme et ça devient... parfois glorieux, parfois immonde, souvent immonde, et bon, bref, c'est... Là, je pars dans mon avis personnel.
Hein, je vais le garder pour moi, ce sera mieux. Faites votre choix, c'est tout ce qu'il faut retenir plutôt du message de cette vidéo. Choisissez votre version préférée. Bonne peinture, bon jeu, et puis à bientôt. J'espère que, même si cette vidéo est, ah oui quand même, beaucoup trop longue, le sujet, vraiment, le sujet n'est pas adapté à ce format, mais en même temps, il fallait bien s'y attaquer un jour. Consubstantiel à 40K, magnifique, fascinant, juste dans le skin visuel, ne serait-ce que ça, de dégainer et l'encens et les bougies et la complète pour s'adresser aux machines, c'est fascinant. Et d'un autre côté, les auteurs Black Library s'en ont emparés, on fait n'importe quoi, comme d'hab. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Seul le fleuve des codex est sacro-saint. Bonne peinture, bon jeu. On termine par une bonne grosse dose d'avis, de bifle de subjectivité en pleine face. Mais j'ai le droit, quelque part, c'est mes vidéos. Allez, à la prochaine. Ciao. Et donc si vous n'avez pas tout à fait compris comme moi ce qui est vraiment définitivement l'esprit de la machine, et ben ça ne vous empêche pas de comprendre l'esprit de Noël. En tout cas, moi c'est mon cas, j'offre en cadeau le 25 décembre par tirage au sort Bianca Minetti, tous les Minetti, à l'un de nos soutiens sur Twitch, sur Tipeee ou sur MyHobbyPlace.